Il y a une question que je me pose depuis quelques semaines, une question simple en apparence, mais qui m'a emmené dans des directions que je n'attendais pas. Qu'est-ce que ça veut dire, être invincible? Pas invincible comme dans les films, pas invincible au sens où rien ne pourrait nous atteindre, où on serait blindé, imperméable, intouchable. Non, quelque chose de différent, quelque chose de plus subtil et de plus profond. L'autre soir, je lisais Marc Aurèle, sans chercher quoi que ce soit de particulier, juste pour lire, pour laisser ces mots faire leur effet. Et je suis retombé sur un passage que j'avais lu des dizaines de fois, un passage que je pensais avoir compris. Mais là, quelque chose a changé. Il écrit « Retire-toi en toi-même. La raison qui te gouverne a cette nature de se suffire à elle-même en pratiquant la justice et, par cela même, de garder le calme. » Alors dit comme ça, j'avoue, ça peut paraître un peu compliqué. Mais en fait, si on prend le temps de vraiment regarder ce qu'il nous dit, c'est d'une simplicité désarmante. Quand il parle de se retirer en soi-même, il ne nous demande pas de fuir le monde ou de s'isoler. Ce qu'il veut dire, c'est qu'on passe notre vie à chercher à l'extérieur des choses qui ne peuvent exister qu'à l'intérieur. On attend que notre situation s'améliore pour se sentir en paix. On attend que les gens autour de nous changent pour aller mieux. On attend que le monde devienne moins chaotique pour enfin respirer. Mais Marc Aurèle nous dit « Cette attente est une illusion. Parce que le monde ne se calmera jamais vraiment. Et les autres ne changeront pas pour te faire plaisir. Alors plutôt que d'attendre un calme qui ne viendra pas de l'extérieur, crée-le à l'intérieur. » Et quand il parle de se suffire à soi-même, là encore, ce n'est pas un appel à vivre seul ou à rejeter les autres. C'est autre chose. C'est arrêter de faire dépendre ta stabilité de ce que les gens pensent de toi, de ce qu'ils te disent ou de comment ils réagissent. Tu connais cette sensation quand quelqu'un te fait une remarque et que ça te retourne la journée? Ou quand tu attends une validation qui ne vient pas et que ça te ronge? C'est exactement ça qu'il pointe du doigt. Se suffire à soi-même, c'est comprendre que ce qui te gouverne vraiment, ce n'est jamais ce qui t'arrive. C'est toujours, la manière dont tu choisis d'y répondre. Et le calme dont il parle à la fin, ce n'est pas un calme qui dépend des circonstances. Ce n'est pas être serein parce que tout va bien. C'est être serein parce que ta boussole intérieure, elle, reste droite, même quand tout vacille autour de toi. Et c'est ça, au fond, être invincible au sens stoïcien. Ce n'est pas être plus fort que le monde. C'est ne plus se laisser emporter par lui. C'est avoir construit en soi un lieu où personne n'entre sans permission. Un lieu que ni le bruit, ni la peur, ni l'agitation ne peuvent envahir. Où les tempêtes du dehors viennent s'écraser, sans jamais atteindre le centre. Un lieu simple, silencieux, stable. Un lieu de paix au milieu du chaos. Et je me suis demandé, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vraiment possible de construire ça, dans le monde dans lequel on vit, avec tout ce qui nous bombarde, tout ce qui nous sollicite, tout ce qui essaie de nous atteindre à chaque instant? Je crois que oui, je crois que c'est possible. Pas facile, pas rapide, mais possible. Et c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. De 6 règles, 6 principes tirés de la sagesse stoïcienne qui peuvent nous aider à construire ce lieu intérieur, à devenir, d'une certaine manière, invincibles. Pas invincibles au sens où rien de mal ne nous arrivera. Des choses difficiles vont arriver, c'est garanti. La vie n'épargne personne. Mais invincibles au sens où quoi qu'il arrive, on restera debout. On restera nous-mêmes. On ne sera pas emporté par les vagues. Alors prenez le temps de vous installer. Ce qu'on va explorer ensemble est important. C'est le genre de chose qui peut changer une année. Qui peut changer une vie peut-être. La première règle n'est pas d'opinion sur tout. Marc Aurèle écrit quelque part dans ses pensées une phrase qui m'a longtemps troublé. Il dit « Souviens-toi que tu as toujours le pouvoir de n'avoir aucune opinion. » Le pouvoir de n'avoir aucune opinion. Quand j'ai lu ça pour la première fois, je n'ai pas compris. Comment ça, ne pas avoir d'opinion? On a toujours une opinion sur tout, non? C'est automatique. Quelque chose se passe, on réagit, on juge, on pense quelque chose. C'est comme ça que fonctionne l'esprit humain. Et puis j'ai commencé à observer, à vraiment observer ce qui se passait dans ma tête. La plupart de mes opinions n'étaient pas vraiment les miennes. Elles venaient d'ailleurs. Des informations que j'avais absorbées, des avis que j'avais entendus, des réactions que j'avais vues chez les autres et que j'avais adoptées sans m'en rendre compte. Réfléchissez-y une seconde. Avoir une opinion, c'est s'engager, c'est prendre position.
c'est créer un lien avec quelque chose, une tension. Et cette tension, elle occupe de l'espace dans ta tête. Elle demande de l'attention. Elle génère des émotions. Tu as déjà remarqué comme certains sujets peuvent te hanter. Tu scrolles, tu tombes sur un truc qui t'énerve, et 3 heures après tu y penses encore. Tu imagines des débats dans ta tête. Tu formules des arguments. Tu te disputes mentalement avec des gens qui ne sauront jamais que tu existes. Et pendant ce temps-là, ta vraie vie, elle, est en pause. Regarde ce qui se passe en ce moment. On est bombardé, absolument bombardé. D'informations, de nouvelles, de scandales, de polémiques, de débats, de controverses. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau qui essaie de capturer notre attention. Quelque chose qui nous demande de réagir, de juger, de prendre position. Et la plupart des gens plongent. Ils ont une opinion sur tout. Sur ce que tel politicien a dit. Sur ce que telle célébrité a fait. Sur cette nouvelle tendance, ce scandale, cette polémique. Ils s'énervent, débattent, argumentent, se disputent avec des inconnus sur Internet. Ils passent des heures à défendre des positions sur des sujets qui n'ont absolument aucun impact sur leur vie réelle. Et à la fin de l'année, qu'est-ce qu'ils auront gagné? Rien, absolument rien. Ils auront perdu du temps, de l'énergie, de la paix intérieure. Ils auront nourri des émotions négatives. Ils auront participé à des guerres qui n'étaient pas les leurs. Marc Aurèle. S'il y avait quelqu'un qui avait des raisons d'avoir des opinions sur tout, c'était bien lui. Et pourtant, il se rappelait constamment qu'il pouvait choisir de ne pas en avoir. Il écrit d'ailleurs, « Les choses elles-mêmes ne touchent pas l'âme. Elles restent dehors, immobiles. Les troubles ne viennent que de l'opinion intérieure. » Vous comprenez ce qu'il dit? Ce n'est pas l'événement qui nous perturbe. C'est notre opinion sur l'événement. Et si on n'a pas d'opinion, si on choisit consciemment de ne pas en avoir, alors l'événement perd son pouvoir sur nous. Il reste dehors, immobile, incapable de nous atteindre. Maintenant, je t'entends déjà. Mais attends, il y a des vraies injustices dans le monde. Il y a des choses qui méritent qu'on s'indigne. On ne peut pas juste fermer les yeux et faire comme si tout allait bien. Et tu as raison. Absolument raison. Les stoïciens n'ont jamais dit de devenir indifférents à l'injustice. Marc Aurèle lui-même a passé sa vie à essayer de gouverner justement, à protéger les plus faibles, à faire ce qu'il croyait être bien. Les stoïciens croyaient profondément en l'action juste. Mais voilà la différence, et elle est importante. Il y a une différence immense entre s'indigner sur Internet et agir concrètement, entre avoir une opinion brûlante sur un sujet et faire quelque chose qui change réellement les choses, entre se disputer avec des inconnus et aider quelqu'un devant soi. La vraie question n'est pas « est-ce que cette injustice mérite mon indignation ?» La vraie question c'est « est-ce que mon indignation va changer quoi que ce soit ?» Et si oui, qu'est-ce que je fais concrètement? Parce que l'indignation sans action, c'est juste du bruit. C'est de l'énergie qui part en fumée. Tu peux passer des heures à t'énerver sur une injustice, et à la fin, rien n'a changé. Sauf toi. Toi, tu es épuisé, anxieux, vidé. Alors oui, engage-toi. Mais engage-toi vraiment. Si quelque chose te révolte, demande-toi ce que tu peux faire concrètement. Donner de ton temps, de ton argent, de ton énergie, agir localement, là où tu peux avoir un impact réel. Il y a une expérience que je voudrais te proposer. La prochaine fois qu'une polémique éclate, la prochaine fois que tout le monde s'enflamme sur un sujet, pose-toi ces 2 questions. Est-ce que ça me concerne vraiment? Et est-ce que je peux faire quelque chose de concret? Si la réponse aux 2 est non, alors laisse passer. Ne prends pas position. Ne juge pas, ne t'engage pas. Observe l'événement. Constate que les gens réagissent et continue ta vie. C'est difficile au début. On a tellement l'habitude de réagir automatiquement, de sauter sur chaque stimulus. Mais avec la pratique, ça devient plus facile. Et surtout, on commence à sentir quelque chose. Un espace qui s'ouvre, une légèreté, une liberté qu'on ne soupçonnait pas. Parce que toute cette énergie qu'on dépensait à avoir des opinions sur tout, on peut la rediriger. On peut la concentrer sur ce qui compte vraiment. Sur nos proches, sur nos projets, sur notre vie. Sur les actions concrètes qu'on peut mener. Sur les combats qu'on choisit vraiment de mener. Maintenant, passons à la 2e règle. Arrête de gaspiller ton temps. Il y a un texte de Sénèque qui m'accompagne depuis des années. Il s'appelle « De la brièveté de la vie ». Et dès les premières lignes, il nous confronte à quelque chose de dérangeant. Il écrit « Ce n'est pas que nous disposions de peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. » Ma première réaction a été de protester.
Bien sûr qu'on n'a pas assez de temps. Les journées sont trop courtes, les semaines filent, les années s'envolent. On court tout le temps et on n'arrive jamais à tout faire. Mais Sénèque insiste. Il dit « La vie n'est pas courte. Une année est un temps énorme si on sait l'utiliser. Une année est un temps énorme. 365 jours, 8760 heures, 525 600 minutes. Quand on y pense vraiment, c'est vertigineux. On pourrait faire tellement de choses avec tout ce temps. Apprendre une langue, écrire un livre, transformer son corps, construire quelque chose de significatif, approfondir des relations, voyager, créer, vivre. Et pourtant, où passe tout ce temps? Sénèque avait une observation brillante sur le comportement humain. Il remarquait que les gens sont extrêmement protecteurs de leur argent. Si quelqu'un essayait de leur voler leur portefeuille, ils réagiraient immédiatement. Si quelqu'un empiétait sur leur propriété, ils se défendraient. Ils gardent jalousement leurs possessions, comptent leur argent, s'inquiètent de leurs investissements. Mais le temps, on le donne à n'importe qui. On le laisse filer sans la moindre résistance. Et ça, tu l'as forcément déjà vécu. Quelqu'un te demande 1 heure pour une réunion qui aurait pu être un email. Tu dis oui. Quelqu'un t'entraîne dans une conversation qui tourne en rond. Tu restes par politesse. Tu ouvres ton téléphone pour vérifier un truc. Et 45 minutes plus tard, tu es encore en train de scroller sans savoir comment t'en es arrivé là. Et cette heure que tu viens de perdre, tu ne la récupéreras jamais. Jamais. L'argent, tu peux en regagner. Les possessions, tu peux les remplacer. Mais le temps, c'est la seule ressource véritablement non renouvelable. Chaque minute qui passe est perdue pour toujours. Chaque heure gaspillée est une heure de vie qui ne reviendra pas. Sénèque écrit « Rassemble et conserve tout ton temps. Il en est qu'on nous enlève, qu'on nous dérobe ou qui nous échappe. Mais la plus honteuse de toutes les pertes est celle qui vient de notre négligence. La plus honteuse de toutes les pertes, celle qui vient de notre négligence. Pas le temps qu'on nous vole, le temps qu'on laisse partir par inattention, par paresse, par manque de conscience. Je voudrais te demander quelque chose, et je voudrais que tu y répondes honnêtement, juste pour toi dans ta tête. Comment as-tu utilisé ton temps cette semaine? Pas en théorie, en pratique, concrètement. Combien d'heures as-tu passé sur ton téléphone? Combien d'heures devant des écrans à regarder des choses que tu as déjà oubliées? Combien d'heures dans des conversations vides? Combien d'heures à t'inquiéter de choses que tu ne contrôles pas? Combien d'heures à procrastiner, à éviter, à repousser? Et maintenant, combien d'heures as-tu passé sur ce qui compte vraiment pour toi? Sur tes projets, tes passions, tes relations profondes, ta santé, ton développement. Je sais, pour la plupart d'entre nous, la disproportion est terrifiante. On gaspille notre temps sur des choses sans importance. On le laisse filer dans des distractions, des préoccupations inutiles, des activités qui ne nous apportent rien. Et puis on se plaint de ne pas avoir le temps de faire ce qu'on veut vraiment faire. Mais le temps, on l'a toujours eu. On le gaspille, c'est tout. Et là, je sais ce que tu te dis peut-être. Oui, mais moi c'est différent. J'ai un travail qui me prend tout mon temps. J'ai des responsabilités. J'ai des contraintes. Je ne peux pas juste décider d'utiliser mon temps comme je veux. Et c'est vrai, on n'a pas tous le même contrôle sur notre emploi du temps. On n'a pas tous les mêmes obligations. Et Sénèque lui-même le reconnaissait. Il parlait du temps qu'on nous enlève, qu'on nous dérobe. Il savait que certaines heures nous échappent malgré nous. Mais voilà la question honnête. Même dans les heures qui t'appartiennent vraiment, celles où tu es libre de choisir, qu'est-ce que tu en fais? Le soir, quand ta journée de travail est finie, le week-end, ces moments de pause, ces heures volées ici et là. Qu'est-ce que tu en fais vraiment? C'est ça que Sénèque pointe du doigt. Pas le temps qu'on te prend, le temps que tu donnes sans même t'en rendre compte. Il y a quelque chose de particulièrement insidieux dans la façon dont on perd notre temps aujourd'hui. Les distractions sont conçues pour être addictives. Les notifications sont calibrées pour capturer notre attention. Les algorithmes sont optimisés pour nous garder scotchés à nos écrans. Tu connais cette sensation. Tu te dis « Je vais juste regarder 5 minutes » et 2 heures plus tard, tu es toujours là, les yeux fatigués, sans même te souvenir de ce que tu as regardé. Et le pire, c'est que tu ne te sens même pas reposé. Tu te sens plus vide qu'avant. Parce que c'est ça le piège. On se dit qu'on se détend, qu'on a besoin de décompresser, qu'on mérite une pause. Et c'est vrai, on a besoin de repos. Mais scroller pendant des heures, ce n'est pas du repos. Regarder des vidéos en boucle sans jamais s'arrêter, ce n'est pas de la détente. C'est de l'épuisement déguisé en loisir. Le vrai repos, c'est autre chose. C'est une promenade.
C'est une conversation avec quelqu'un qu'on aime. C'est un livre. C'est du silence. C'est quelque chose qui te remplit au lieu de te vider. Sénèque ne connaissait pas les smartphones. Il ne connaissait pas les réseaux sociaux. Mais il connaissait la nature humaine. Il savait que les humains ont toujours eu tendance à gaspiller leur temps, à se laisser distraire, à fuir ce qui compte vraiment pour se réfugier dans ce qui est facile et immédiat. Il écrivait déjà, il y a 2000 ans. On se plaint de la dureté du sort, de la brièveté de la vie. Personne ne veut reconnaître qu'il en est le principal artisan. Marc Aurèle, lui, se rappelait constamment sa propre mortalité. Pas de manière morbide, de manière pratique. Il écrivait « Pense à tout le temps que tu as perdu à ne pas l'employer à ce qui était vraiment utile, et tu comprendras combien d'années t'ont été ravies sans que tu t'en sois aperçu. Combien d'années t'ont été ravies sans que tu t'en sois aperçu. » C'est une question terrifiante quand on y pense vraiment. Toutes ces heures passées à scroller sur des fils d'actualité. Toutes ces soirées perdues devant des contenus qu'on a déjà oubliés. Toutes ces conversations vides, ces préoccupations inutiles, ces distractions qui ne nous ont rien apporté. Et le plus tragique, c'est qu'on recommence le lendemain, et le surlendemain, et la semaine suivante. On sait qu'on gaspille notre temps, et on continue à le gaspiller, comme si on avait une réserve infinie, comme si ça n'avait pas d'importance. Mais ça a de l'importance, ça a une importance énorme, parce que le temps qu'on gaspille, c'est de la vie qu'on gaspille. Chaque heure perdue est une heure qu'on aurait pu vivre vraiment. Chaque journée gaspillée est une journée de moins dans une existence qui en compte un nombre fini. Sénèque écrit « Aucun de ceux que tu vois ne vit longtemps, mais bien peu vivent. Car la vie n'est pas seulement existence, c'est la conscience que nous en avons. Être vivant et vivre vraiment, ce n'est pas la même chose. On peut passer des années en mode automatique, sans jamais vraiment être présent, sans jamais vraiment diriger sa vie consciemment. On peut traverser l'existence comme un somnambule, en se réveillant de temps en temps pour constater que le temps a passé sans qu'on s'en aperçoive. Ou on peut choisir de vivre. Vraiment vivre. Être présent. Être conscient. Utiliser son temps avec intention, avec attention, avec respect pour sa valeur inestimable. Ce soir, avant de dormir, pose-toi cette question. Comment ai-je utilisé mon temps aujourd'hui? Pas pour te culpabiliser, pour prendre conscience, pour ajuster, pour te rappeler que chaque journée compte, que chaque heure compte, que le temps est précieux et qu'il mérite d'être traité comme tel. Le temps est la seule chose qu'on ne peut jamais récupérer. Agis en conséquence. La troisième règle. Mets-toi au défi constamment. On arrive à la moitié. Et cette troisième règle, elle est peut-être la plus contre-intuitive de toutes. Peut-être même celle qui va te faire lever un sourcil, parce qu'on passe notre vie à essayer de rendre les choses plus faciles, plus confortables, plus agréables. C'est normal. C'est humain. Personne ne se réveille le matin en se disant « Tiens, aujourd'hui je vais chercher la difficulté ». On veut du confort. On veut de la facilité. On veut que les choses se passent bien. Les stoïciens faisaient exactement l'inverse. Sénèque, qui était l'un des hommes les plus riches de Rome, avait une pratique étrange. Plusieurs fois par an, il vivait comme un pauvre. Il dormait sur un matelas dur. Il mangeait la nourriture la plus simple. Il portait des vêtements grossiers. Il se privait volontairement de tout le luxe auquel il avait accès. Imagine un milliardaire aujourd'hui qui décide de dormir par terre, de manger du riz blanc pendant une semaine et de s'habiller avec des vêtements trouvés en friperie. On le prendrait pour un fou, ou pour quelqu'un qui prépare un documentaire Netflix sur le minimalisme. Mais Sénèque avait ses raisons. Et quand on les comprend, elles sont brillantes. Il écrit à son ami Lucilius « Réserve certains jours pendant lesquels tu te contenteras de très peu de nourriture, et de la plus ordinaire, d'un vêtement rude et grossier, et tu te diras « Est-ce donc là ce que je craignais ?» Tu connais cette sensation. Tu redoutes quelque chose pendant des semaines. Tu y penses la nuit. Tu l'évites. Tu repousses. Et puis un jour tu n'as plus le choix, tu le fais. Et c'était pas si terrible, parfois même plutôt simple. Et tu te retrouves à te dire, tout ce stress pour ça, vraiment? La plupart de nos peurs sont des fantômes, des constructions mentales qui semblent terrifiantes de loin, mais qui s'évaporent dès qu'on les regarde en face. On a peur de l'inconfort, on a peur de perdre ce qu'on a, on a peur de manquer. Et cette peur nous contrôle. Elle nous pousse à accumuler, à sécuriser, à éviter tout ce qui ressemble de près ou de loin à un risque. Elle nous rend esclaves de notre petit confort. Et c'est là que ça devient intéressant. Plus tu es attaché à ton confort, plus tu deviens fragile.
Pense à cette personne qui ne peut pas fonctionner sans son café exact du matin, sans sa température parfaite, sans ses 8 heures de sommeil, sans sa petite routine rassurante. Le moindre imprévu et c'est le drame. Le moindre grain de sable et tout s'effondre. Maintenant pense à quelqu'un qui s'est entraîné à l'inconfort, quelqu'un qui sait qu'il peut survivre à une mauvaise nuit, quelqu'un qui a déjà connu des moments difficiles et qui s'en est relevé. Cette personne-là, elle est libre, vraiment libre, parce qu'elle sait qu'elle peut gérer ce qui vient. Sénèque écrit « Commence à entretenir commerce avec la pauvreté. Ose, ô mon cher Lucilius, mépriser les richesses. Ce n'est pas du masochisme. Ce n'est pas une glorification de la souffrance pour la souffrance. C'est de l'entraînement, comme un boxeur qui s'entraîne à encaisser des coups pour ne pas s'effondrer le jour du combat. Épictète, qui avait été esclave et qui savait ce que c'était que de vraiment souffrir, enseignait à ses étudiants que les difficultés sont des opportunités. Il disait « Les circonstances ne font pas l'homme, elles le révèlent à lui-même. Chaque difficulté est un miroir. Elle te montre qui tu es vraiment quand les choses deviennent dures. Et souvent, tu te découvres plus solide que tu ne le pensais. Regarde autour de toi. Les gens qui ont toujours eu tout ce qu'ils voulaient, qui n'ont jamais vraiment galéré, qui n'ont jamais été confrontés à l'adversité. Comment ils réagissent face aux obstacles? Souvent ils paniquent. Ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils n'ont jamais appris. Et maintenant pense à ceux qui ont traversé des épreuves, ceux qui ont connu des moments vraiment difficiles et qui s'en sont sortis. Ce sont souvent eux les plus calmes quand tout va mal. Pas parce qu'ils sont insensibles, mais parce qu'ils savent, au fond d'eux-mêmes, qu'ils peuvent survivre aux tempêtes. Ils l'ont déjà fait. Maintenant, je ne te dis pas d'aller vivre dans une grotte ou de te flageller chaque matin. Ce serait étrange et probablement pas très utile pour ta vie sociale. Mais tu peux commencer petit. Prends une douche froide de temps en temps. Je sais, dit comme ça semble horrible. La première fois, ton corps va protester. Ton cerveau va te supplier d'arrêter. Et puis au bout de 30 secondes, quelque chose se passe. Tu réalises que tu ne vas pas mourir, que c'est juste froid. Désagréable, oui, mais supportable. Et quand tu sors de cette douche, il y a cette petite fierté. Ce sentiment d'avoir fait quelque chose de difficile avant même que ta journée commence. Saute un repas volontairement, pas pour maigrir ou pour suivre une tendance. Pour te familiariser avec la sensation de faim. Pour te rappeler que c'est juste une sensation, pas une urgence vitale. Notre cerveau est convaincu qu'on va mourir si on ne mange pas toutes les 4 heures. C'est faux. Et le savoir vraiment, dans son corps, pas juste dans sa tête, ça libère. Fais quelque chose qui te fait peur. Cette conversation que tu repousses depuis des mois, ce projet qui t'intimide, cette situation que tu évites parce qu'elle te met mal à l'aise, va vers ce truc. Pas la semaine prochaine, cette semaine. Parce que voici la vérité que les stoïciens avaient comprise. La vie va te tester. C'est garanti. Des moments durs vont arriver. Des imprévus, des pertes, des difficultés que tu n'avais pas anticipées. La question n'est pas de savoir si ça va arriver. C'est de savoir si tu seras prêt quand ça arrivera. Et la meilleure façon de se préparer, c'est de ne pas attendre que la difficulté vienne à toi. C'est d'aller vers elle. Volontairement. Régulièrement. À petite dose. Marc Aurèle écrivait « Le feu qui est fort transforme en lui-même tout ce qu'on y jette. Devient ce feu. Devient quelqu'un qui transforme les obstacles en carburant. Quelqu'un que l'inconfort ne peut plus atteindre parce qu'il l'a déjà apprivoisé. » La 5e règle ne souffre pas plus que nécessaire. On approche de la fin. Et cette 5e règle, elle touche à quelque chose qu'on fait tous, les jours, sans même s'en rendre compte. Il y a une phrase de Sénèque qui devrait être tatouée quelque part où on peut la lire chaque matin. Une phrase tellement simple qu'on pourrait passer à côté, mais tellement profonde quand on la laisse vraiment rentrer. Il écrit « Celui qui souffre avant que ce soit nécessaire souffre plus que nécessaire. » Réécoute ça, lentement. Celui qui souffre avant que ce soit nécessaire souffre plus que nécessaire. Tu vois ce qu'il dit? On se rajoute de la souffrance. Volontairement. Gratuitement. On souffre 2 fois, 3 fois, 10 fois pour des choses qui ne méritaient qu'une seule dose de douleur. Parfois même pour des choses qui n'arrivent jamais. Tu connais ça. Tu as un truc important qui arrive. Un entretien. Une conversation difficile. Un examen médical. Une décision à prendre. Et au lieu d'attendre que le moment vienne, tu commences à souffrir maintenant. Tu imagines tous les scénarios. Tu te projettes dans le pire. Tu te retournes dans ton lit à 3 heures du matin en rejouant des conversations qui n'ont pas encore eu lieu. Et le jour J arrive. Et souvent, c'était pas si terrible.
Parfois même, ça s'est bien passé. Et tu réalises que tu as gâché des jours entiers à t'angoisser pour rien. Tu as vécu la souffrance sans avoir le problème. Sénèque ajoute ailleurs: il y a plus de choses qui nous font peur que de choses qui nous font mal, et nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Pense à ta propre vie, honnêtement. Combien de fois tu t'es inquiété pour quelque chose qui finalement ne s'est jamais produit? Ce message qu'on t'a pas répondu et tu as imaginé que la personne te détestait. Cette douleur bizarre que tu as googlée et tu étais convaincu d'avoir une maladie rare. Ce projet au travail qui allait forcément mal se passer. Et puis, rien. Le message est arrivé. La personne était juste occupée. La douleur a disparu toute seule. Le projet s'est bien passé. Et toi, tu avais déjà souffert pendant des jours pour des fantômes. Je vais te raconter quelque chose. Il y a eu une période où j'attendais des résultats importants. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était le genre de situation qui pouvait changer pas mal de choses dans ma vie. Et j'ai passé des semaines dans l'angoisse, des semaines entières, à imaginer le pire, à construire des scénarios catastrophes dans ma tête comme si j'étais payé pour ça. Mon sommeil, détruit. Ma concentration, inexistante. Ma capacité à profiter de quoi que ce soit, zéro. J'étais physiquement là, mais mentalement ailleurs, coincé dans un futur hypothétique qui n'existait même pas encore. Et quand les résultats sont arrivés, tu sais ce que j'ai réalisé? Que toute cette souffrance n'avait strictement rien changé. Pas un seul de mes scénarios imaginaires n'avait influencé la réalité. J'avais juste perdu des semaines de ma vie à me torturer gratuitement. C'est ça le piège. On croit que s'inquiéter, c'est se préparer. Comme si le fait de souffrir à l'avance allait nous vacciner contre la douleur réelle. Comme si l'anxiété était une sorte d'assurance émotionnelle. Mais c'est l'inverse qui se passe. S'inquiéter ne vaccine contre rien. Ça affaiblit. Ça consomme des ressources dont tu auras besoin plus tard. C'est comme un athlète qui courait un marathon la veille de sa compétition pour se préparer. Il arriverait épuisé au moment où il aurait vraiment besoin de ses forces. Maintenant, attention, je ne te dis pas d'être naïf. Je ne te dis pas de faire l'autruche. Les stoïciens eux-mêmes pratiquaient ce qu'ils appelaient la premeditatio malorum, la méditation sur les maux possibles. Ils réfléchissaient à l'avance aux difficultés pour être préparés. Mais il y a une différence énorme entre se préparer et s'angoisser. Imagine deux personnes qui doivent traverser une forêt potentiellement dangereuse. La première regarde la carte, identifie les zones à risque, prépare ce dont elle a besoin, et puis elle part, concentrée, présente, prête à réagir si quelque chose arrive. La deuxième passe des jours à imaginer tous les animaux sauvages qu'elle pourrait croiser, toutes les façons dont elle pourrait se perdre, toutes les catastrophes possibles. Elle ne dort plus. Elle ne mange plus. Et quand elle finit par entrer dans la forêt, elle est déjà épuisée, nerveuse, incapable de réagir correctement au moindre bruit. Laquelle des deux a le plus de chances de s'en sortir? La préparation te rend plus fort. L'anxiété te vide avant même que le combat commence. Et c'est là qu'il faut être honnête avec soi-même. Quand tu te retrouves à ruminer à 3 heures du matin, est-ce que tu es vraiment en train de te préparer? Est-ce que tu élabores un plan? Est-ce que tu avances vers une solution? Ou est-ce que tu tournes en rond? Est-ce que tu rejoues le même film en boucle sans jamais arriver nulle part? Tu connais la réponse. On la connaît tous. Il y a une forme de sagesse dans l'acceptation de notre impuissance face à certaines choses. Ce n'est pas de la résignation, c'est de l'intelligence. C'est reconnaître que ton énergie mentale est une ressource limitée, précieuse, et que la gaspiller sur des fantômes, c'est te voler toi-même. Des moments difficiles vont arriver. C'est la vie. Personne n'y échappe. Mais quand ils arriveront, tu les traverseras. Tu trouveras les ressources. Tu t'adapteras. Les humains sont étonnamment résistants face aux vrais problèmes. C'est face aux problèmes imaginaires qu'on s'effondre. Ne souffre pas plus que nécessaire. La vie se chargera bien de te donner ta dose de difficulté. Pas besoin d'en rajouter toi-même. La 6e règle. Si tu veux une année riche, réduis tes désirs. On y est. La dernière. Et c'est peut-être celle qui va le plus à contre-courant de tout ce qu'on entend d'habitude. Sénèque écrit « Ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, c'est celui qui désire davantage ». Cette phrase, elle m'a retourné la tête la première fois que je l'ai lue. Parce qu'elle inverse tout. On pense que la richesse, c'est avoir beaucoup. Que la pauvreté, c'est avoir peu. Que pour se sentir riche, il faut accumuler. Gagner plus. Posséder plus. Atteindre plus. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Pas vraiment. Regarde autour de toi.
Il y a des gens qui gagnent des fortunes et qui se sentent toujours en manque, qui ont la maison, la voiture, le compte en banque bien rempli et qui regardent encore ailleurs avec envie. Et il y a des gens qui ont objectivement peu, mais qui dégagent quelque chose de paisible, quelque chose de léger. Comme s'ils avaient compris un secret que les autres n'ont pas. Le secret, c'est l'écart. La richesse, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu possèdes moins ce que tu désires. Si tu as 10 et que tu veux 100, tu te sens pauvre. Si tu as 10 et que tu veux 5, tu te sens riche. C'est mathématique. Et la variable sur laquelle tu as le plus de contrôle, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu désires. On vit dans un monde qui fait tout pour élargir cet écart. Les publicités, les réseaux sociaux, les comparaisons constantes avec les autres. Tout est conçu pour te faire sentir que tu n'as pas assez, que tu n'es pas assez, que le bonheur est toujours juste après. Après le prochain achat, après la prochaine promotion, après le prochain palier. Et on court sans arrêt. On atteint un objectif, et avant même d'avoir pris le temps de souffler, on en fixe un autre. On obtient quelque chose et la satisfaction dure quelques jours, quelques semaines. Et puis c'est devenu normal. Et on regarde déjà ailleurs. Tu connais cette sensation. Tu voulais quelque chose depuis longtemps. Tu l'as eu. Et au bout d'un moment, tu ne le voyais même plus. C'était juste là, fondu dans le décor. Et toi, tu fixais déjà la prochaine chose. C'est une roue de hamster. Et le hamster, c'est nous. Le truc, c'est qu'on peut descendre de cette roue. Pas en obtenant enfin assez. Ça n'arrivera jamais. Le assez recule à mesure qu'on avance. On en descend en changeant de regard, en apprenant à voir ce qu'on a au lieu de fixer ce qui manque. Je ne te dis pas de renoncer à toute ambition. Je ne te dis pas de te contenter de miettes. Tu peux avoir des projets. Tu peux vouloir créer des choses, accomplir des choses, grandir. Mais fais-le sans t'accrocher désespérément aux résultats. Fais-le parce que le chemin en vaut la peine, pas parce que tu as absolument besoin d'arriver quelque part pour être enfin bien. Parce que si tu as besoin d'atteindre quelque chose pour être en paix, tu ne seras jamais en paix. Il y aura toujours une prochaine chose, toujours un prochain niveau, toujours un prochain désir. La paix, elle est disponible maintenant, dans ce que tu as déjà, dans ce qui est déjà là, autour de toi, si tu prends le temps de le voir. Il y a un exercice simple. Imagine perdre ce que tu as, ta santé, ton toit, les gens que tu aimes. Non pas pour te rendre triste, mais pour réaliser à quel point tu es déjà riche, pour ressentir maintenant la gratitude qu'on ressent d'habitude seulement après avoir perdu quelque chose. On passe notre vie à attendre d'avoir plus pour être reconnaissant. Et si on inversait? Et si on commençait par la gratitude? Cette année, au lieu de te demander comment avoir plus, pose-toi une question différente. De quoi ai-je vraiment besoin pour être en paix? Pas ce que la société me dit, pas ce que les pubs essaient de me vendre, pas ce que mon voisin possède. Vraiment, honnêtement. Qu'est-ce qui est essentiel? Tu découvriras peut-être que c'est beaucoup moins que ce que tu pensais, que beaucoup de tes désirs ne sont même pas les tiens, qu'ils ont été absorbés, copiés, importés sans réflexion, et que ta vie serait plus légère avec moins de choses à poursuivre. La recette d'une année riche, ce n'est pas d'accumuler plus, c'est d'apprécier mieux, c'est de réduire l'écart, c'est de trouver la paix dans ce qui est, au lieu de toujours courir vers ce qui pourrait être. Avant de terminer, je voudrais te dire quelque chose de vrai. Ces 6 règles, je ne les ai pas inventées. Je les ai découvertes il y a des années, dans des livres écrits par des gens qui sont morts il y a 20 siècles. Et au début, je les ai lus comme on lit n'importe quoi, vite, distraitement, en pensant que j'avais compris. Mais je n'avais rien compris. C'est la vie qui m'a fait comprendre. Les échecs, les nuits difficiles, les moments où j'avais l'impression que tout m'échappait. C'est là que ces phrases ont commencé à prendre du sens. Pas dans ma tête, dans mes tripes. Et je vais être honnête avec toi. Je ne suis pas un sage. Je ne suis pas quelqu'un qui a tout compris et qui descend de la montagne pour distribuer des vérités. Je suis quelqu'un qui galère, qui doute, qui se trompe. Il m'arrive encore de perdre des heures sur mon téléphone alors que j'avais des choses importantes à faire. Il m'arrive encore de me laisser emporter par des émotions pour des situations qui ne le méritaient pas. Il m'arrive encore de me réveiller à 3 heures du matin avec des angoisses pour des choses qui n'arriveront probablement jamais. Je tombe, souvent, mais je me relève. Et c'est peut-être ça l'essentiel. Ces principes, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend une fois, et puis c'est bon. C'est quelque chose qu'on oublie et qu'on se rappelle, qu'on perd et qu'on retrouve. Une conversation qu'on a avec soi-même, encore et encore, jour après jour. Marc Aurèle était l'homme le plus puissant du monde.
Il commandait des légions. Il décidait du sort de millions de personnes. Et chaque soir, jusqu'à la fin de sa vie, il s'asseyait et il écrivait. Pour se rappeler les bases. Pour revenir à l'essentiel. Parce qu'il savait que même lui, avec tout son pouvoir et toute sa sagesse, avait besoin de ce rappel quotidien. S'il lui en avait besoin, alors nous aussi. Il va y avoir des moments cette année où tu oublieras tout ce qu'on s'est dit. Des moments où tu te laisseras emporter par le courant. Où tu perdras pied. Où tu retomberas dans les vieux schémas. C'est normal. Ce n'est pas un échec. C'est juste la vie. L'important, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de revenir, de se souvenir, de recommencer encore une fois, avec un peu plus de douceur envers soi-même. Chaque matin est une nouvelle page. Si tu es encore là, après tout ce temps, c'est que quelque chose en toi cherche ça. Cette paix, cette solidité, ce centre. Et le simple fait que tu cherches, c'est déjà énorme. Dans un monde qui fait tout pour te distraire, pour t'éparpiller, pour te maintenir dans le bruit, toi tu as choisi de t'arrêter, d'écouter, de réfléchir. Ça compte. Plus que tu ne le crois. Alors merci. Vraiment. Merci d'avoir pris ce temps. Merci d'être resté jusqu'ici. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, même une seule idée, même un seul moment de clarté, alors elle aura servi à quelque chose. Et si tu veux me le faire savoir, un like, c'est simple, mais ça m'aide à continuer. Ça me montre que ce travail a du sens, que ces heures passées à chercher les bons mots n'étaient pas vaines. Et si tu es arrivé jusqu'ici, vraiment jusqu'à la fin, j'aimerais te lire. Laisse-moi un mot en commentaire. Dis-moi quelle règle t'a le plus parlé, ou simplement dis-moi que tu étais là. Je te souhaite une année différente. Pas forcément plus facile, mais plus claire, plus ancrée, plus tienne. Je te souhaite des moments où tu sentiras cette paix dont on a parlé, ce calme qui vient quand on arrête enfin de se battre contre ce qui est. Je te souhaite le courage de protéger ce qui compte, et de lâcher ce qui ne compte pas, même si ça fait peur, même si les autres ne comprennent pas. Et je te souhaite de trouver ce lieu intérieur, ce refuge que personne ne peut t'enlever, ce centre qui est déjà là, quelque part en toi, et qui attend juste que tu rentres à la maison. Bonne année, du fond du cœur. On se retrouve très vite. Prends soin de toi, vraiment.